France Relance, doté de 100 milliards d'euros de budget, a été annoncé par le gouvernement. La question centrale qui se pose aujourd'hui, c'est comment ce plan va-t-il être décliné au plan territorial? La collectivité de Corse a vocation, bien sûr, à faire des propositions qui seront définies et élaborées en concertation avec les acteurs économiques et sociaux. Une attente forte et un espoir majeur sont bien sûr que dans le cadre du dialogue avec le gouvernement, ce plan relance Corse soit pris en compte et décliné de façon concertée entre l'État et la collectivité de Corse. Aujourd'hui, la Guadeloupe a pris un sérieux coup en matière économique. Donc la région prépare un plan de relance de 500 millions pour vraiment redonner espoir aux Guadeloupéens, mais surtout qu'on puisse créer de la richesse et de l'emploi, notamment la construction de Médecine Vallée, le réseau routier, le transport durable, l'eau qui nous fait défaut depuis des années. Nous attendons vraiment un sérieux coup de main de l'État. Et la crise Covid que nous traversons aura été un révélateur de plus de cette nécessité d'aller plus loin en matière de décentralisation. Pour la Réunion, pour notre territoire, pour la région, je plaide aujourd'hui pour que, notamment sur le champ économique, sur le champ fiscal, qu'il puisse y avoir une plus grande autonomie d'action laissée donc, ici sur place au niveau local, à la région. Si nous voulons aller vers plus d'efficacité, vers plus de croissance, vers un développement durable pour notre territoire, nous devons pouvoir poser un certain nombre de sujets à l'échelon local et donc aller vers plus de décentralisation. La connaissance du tissu industriel, c'est nous qui l'avons. Je rappelle qu'une région comme la Nouvelle-Aquitaine accompagne 2500 à 2600 entreprises, PME, TPE par an. Nous avons les relais sur le territoire, nous avons tout un dispositif avec les intercommunalités ou les communes sur le plan des technopoles, des incubateurs, des pépinières. Mais la France a un déficit incroyable, y compris dans les biotech et dans le médicament de demain, sur les fonds propres. Donc le dispositif centralisé de BPI ne marche pas, Nous avons un besoin d'accompagnement en fonds propres, nous avons un besoin de prise de risque, et nous avons un besoin de ce que les économistes appellent l'argent patient, non intrusif, pour accompagner la croissance des PME en ETI, en entreprises de taille intermédiaire. Ce que je souhaite, c'est que l'intégralité des aides aux entreprises puisse être déléguée aux régions. Aujourd'hui, il y a des guichets multiples et les entreprises sont perdues. Je vous en donne un seul exemple. Nous avons fait une aide qui s'appelle PME Relance, qui est une aide à l'investissement des entreprises, des PME pour la relance. Et c'est pour la relocalisation industrielle, la réindustrialisation. L'État a fait exactement la même 3 mois plus tard, même critères, plus compliqué du côté de l'État et moins souple que nous, avec les mêmes montants. Donc c'est un petit peu rageant de voir 2 dispositifs radicalement identiques se monter à 2 niveaux de collectivités différents. Donc toutes les aides aux entreprises pourraient être transférées aux régions. En matière économique, il est clair que nous devons assumer l'entièreté de nos compétences. Il faut une ligne claire de l'État sur ses ambitions sur les grandes filières stratégiques. Et il faut des régions puissantes qui assument leurs filières régionales, qui assument l'entièreté de leurs compétences dans ce domaine et qui mettent en œuvre avec l'ensemble des acteurs les actions pour développer l'ensemble des filières et donc les emplois sur l'ensemble du territoire régional. Nous avons aussi l'ambition de réaliser un CIRI régional avec l'État, pour le coup, avec un CIRI régional qui permet de suivre les entreprises les plus fragiles, d'anticiper le côté aigu de la crise et la suppression d'emplois. La priorité absolue aujourd'hui, c'est la relance. Une relance qui se fait dans le cadre institutionnel en vigueur, c'est-à-dire en lien avec l'État. À nous de prouver qu'on est capable de faire bénéficier du plan de relance nos territoires et nos entreprises, y compris les plus petites. Nous abordons à présent notre seconde table ronde, une table ronde qui a pour thème 2020-2027 le pouvoir des régions dans la relance industrielle, sociale et environnementale. Pour évoquer ce vaste sujet, Madame Carole Delga, vous êtes donc la présidente de la région Occitanie, vous nous avez rejoint. À vos côtés, Monsieur Clément Beaune, secrétaire d'État chargé des affaires européennes, Monsieur Geoffroy Roux de Bézieux, vous êtes président du MEDEF, et nous sommes en duplex avec Madame Lamia Kamal Chaoui, qui est directrice du centre de l'OCDE
pour l'entrepreneuriat, les PME, les régions et les villes, et avec M. Apostolos Tzitzikostas, qui est président du Comité européen des régions. Une première question peut-être pour vous, Madame Kamal Chaoui. L'OCDE a étudié l'impact territorial de la crise Covid. Est-ce que vous pourriez nous communiquer des éléments chiffrés sur ces impacts? Et puis peut-être dans un second temps nous dire quelques mots sur les premières mesures qui ont été mises en place. Est-ce qu'elles répondent justement à ces études d'impact? Oui, merci beaucoup et merci pour l'invitation. Bonjour à tous. Alors, un mot d'abord sur l'impact macroéconomique de cette crise. La pandémie a provoqué la récession économique la plus grave de ces dernières décennies et l'OCDE, dans ses dernières prévisions, prévoit une chute de l'activité économique de 4,5% à l'échelle mondiale pour cette année, 9,5% pour la France, avant qu'elle ne se redresse et affiche un taux de croissance de 5% en 2001 et 5,8% pour la France. Alors, tous les secteurs sont impactés, évidemment certains plus que d'autres, et les PME ont été particulièrement touchés. La crise est également sociale, les plus vulnérables étant les plus affectés, mais ce dont on parle vraiment pas assez, c'est la très très forte dimension territoriale de la crise. Et là, nous venons tout juste de publier une note sur ce sujet qui montre que l'impact de la crise a été fortement asymétrique dans tous les pays de l'OCDE. Alors, on a identifié 3 types d'impacts sur les territoires. D'abord, l'impact sanitaire. On a observé de fortes disparités dans la mortalité liée au Covid-19 entre les régions. Bon, ça a été le cas de l'Île-de-France et du Grand Est en France, mais aussi au Royaume-Uni, au Chili, en Suède et en Corée. Par exemple, la ville de Santiago concentre 74% des morts au Chili. La ville de Stockholm, la région de Stockholm, c'est 40% des morts en Suède. Même chose pour la Lombardie et on voit ça un peu partout. L'impact économique, c'est le deuxième type d'impact. Il varie également selon les régions, notamment selon leur dépendance à l'égard des secteurs importateurs et des chaînes de valeur mondiales, puisque le commerce international a fortement reculé. Et nos estimations ont montré que la part des emplois considérés comme potentiellement à risque dans les pays de l'OCDE varie entre 15 et 35% selon les régions. Globalement, ce sont les régions touristiques et les métropoles qui ont le plus d'emplois à risque. Mais en fait, les grandes villes ont aussi une plus forte capacité à rebondir. Ça va dépendre par exemple des opportunités de télétravail qui sont beaucoup plus importantes en ville qu'en zone rurale. Alors le troisième type d'impact, c'est évidemment celui de la crise sur les finances des collectivités territoriales. Généralement, dans la majorité des pays, les collectivités territoriales ont les compétences clés dans les domaines qui ont été les plus touchés par la crise. Elles sont aussi en charge de la majorité des dépenses publiques. En moyenne, pour l'OCDE, c'est près de 60%. Elles sont responsables de près de 60% des dépenses publiques. Or, évidemment, ces dépenses ont fortement augmenté, tandis que les recettes fiscales et les recettes tarifaires ont beaucoup baissé un peu partout. Mais ce sont par exemple les pays comme les États-Unis, le Canada, la Suède, le Japon et la France où les collectivités locales ont été encore plus touchées car elles dépendent plus de la fiscalité locale que des dotations par rapport aux autres pays. Alors nous avons conduit une enquête avec le Comité des régions de l'Union européenne en juillet et nous avons interrogé plus de 300 collectivités dans 26 pays et ce qu'il en ressort, c'est que toutes les collectivités territoriales sont touchées, mais les grandes villes de plus de 500 000 habitants rapportent l'impact le plus fort. Donc en résumé, pour ce qui est de la question de l'impact territorial, on peut dire que celle-ci est fortement asymétrique dans les différentes dimensions de la crise sanitaire, économique et sociale, sur les finances locales, mais la carte des différents impacts territoriaux de la crise ne coïncide pas forcément. Une région peut avoir été épargnée par la crise sanitaire, mais fortement impactée par la crise économique. C'est le cas de Venise, par exemple, qui est fortement impactée par la crise économique et il y a eu très peu de cas et très peu de morts à Venise. Il y a donc différentes géographies de la crise qui se superposent dans les pays. Alors, en termes de réponse, la bonne nouvelle, c'est qu'un grand nombre de pays de l'OCDE ont adopté au fur et à mesure de la crise une approche beaucoup plus ciblée et différenciée selon les territoires. Ce n'était pas trop le cas au début, mais on voit que c'est un peu plus le cas actuellement. Alors, c'est vrai sur le volet sanitaire. Maintenant, les mesures de confinement sont désormais beaucoup plus localisées. Ça a commencé à Melbourne, en Australie, à Barcelone et maintenant en France, et ça se fait un peu partout. C'est aussi vrai dans les plans de relance.
les plans de relance économique, surtout dans la dernière génération des plans qui ont parfois maintenant un volet territoire explicite, comme en Allemagne, en France, en Italie, mais aussi aux États-Unis. Les moyens financiers octroyés concernent différents types de mesures. Ce sont parfois des soutiens aux finances locales avec des dotations ou des fonds temporaires pour les régions les plus touchées, comme cela est le cas au Canada, en Allemagne, au Royaume-Uni. Parfois des programmes spécifiques de soutien aux PME au niveau local. C'est le cas de la Finlande et d'Italie. En Europe, le fait aussi que les nouvelles règles de l'Union européenne permettent aux États de réorienter les fonds structurels pour soutenir les régions les plus touchées facilite un peu les choses. Mais bon, tout ça c'est très bien, mais ça reste cependant insuffisant. Il faut en effet renforcer la dimension territoriale dans toutes les politiques publiques, profiter de la crise, remettre la politique régionale au cœur de l'action publique. Et la région, c'est la bonne échelle, notamment pour le développement économique. Et là, il ne faudrait pas refaire les erreurs de l'après-crise de 2008, où les plans de relance et d'investissement ont été mis en place de manière très sectorielle et fragmentée dans un grand nombre de pays. Cela a été fait en court-circuitant les régions, ce qui a conduit à un grand éclatement de fonds, ce qui a favorisé les micro-projets. Il faut aussi davantage territorialiser les politiques publiques dans leur ensemble pour tenir compte des spécificités des territoires et surtout éviter un creusement des inégalités territoriales. Là, c'est le rôle des États. Alors là, évidemment, ça soulève des questions pour savoir si une approche centralisée ou décentralisée est plus efficace pour répondre à la crise. Et à l'OCDE, nous insistons plus sur le fait que plutôt que le degré de décentralisation, c'est la manière dont les mécanismes de coordination vont être mobilisés ou pas qui importe réellement. Enfin, soutenir l'investissement public et les finances locales, c'est mon dernier point. L'investissement public local, c'est près de 60% d'investissement public dans l'OCDE, 58% en France. Elle ne doit pas servir de variable d'ajustement, comme ça a été le cas après la crise de 2008. Ok, merci Madame. Okay, merci. L'idée, c'est parce que vous avez abordé beaucoup de choses, effectivement, là c'est très dense et le sujet est évidemment très dense, c'est peut-être Monsieur Clément Beaune nous dire plus spécifiquement en France, comment vous définissez ce plan France Relance? On a vu donc là les impacts, l'aspect territorial, mais donc la manière dont le plan France Relance, lui, a été envisagé, a été pensé en quelques mots, parce que j'imagine qu'effectivement ça risque d'être trop long, mais comment est-ce que vous le présenteriez? Merci beaucoup. Je vais en profiter aussi pour dire un mot, évidemment, sur la dimension européenne du plan France Relance, mais je voulais d'abord remercier Région de France pour l'invitation, et en particulier Président Muselier, parce que je suis très heureux, devant les présidentes et les présidents de région, chère Carole Delga en particulier, de pouvoir échanger ce matin, parce que je sais que la relation entre les régions et l'Europe, c'est une longue et globalement une belle histoire. Et avec la relance en particulier, dans le cadre du plan français qui a une large dimension européenne, on va aussi avoir, si je puis dire, une dimension européenne en matière d'investissement, de reconstruction de l'investissement, qui est extrêmement importante. Un mot peut-être sur le plan France Relance, et puis j'insisterai, comme je le disais, davantage sur les aspects européens qui sont au cœur de ce plan. Bon, c'est un plan, on le sait, de 100 milliards d'euros, c'est 4 fois plus que le plan de relance qui a été fait lors de la dernière crise économique, donc c'est un plan massif. C'est en pourcentage du PIB aujourd'hui le plan le plus important qui a été proposé dans l'Union européenne. Et il a été proposé dès le début du mois de septembre. Certains à l'époque disaient que c'était trop tard. On voit aujourd'hui que cette critique s'est un peu estompée parce qu'on est encore, malheureusement, dans une crise sanitaire difficile qui n'est pas finie et qui nécessite, les régions le savent et l'État le fait aussi, un certain nombre de mesures d'urgence économique avant même la question de l'investissement et de la relance. Néanmoins, je pense qu'on avait raison, on a raison de préparer cette phase de réinvestissement et de relance. L'intervenante précédente le disait, les collectivités locales, les régions en particulier, sont évidemment dans notre pays au cœur de l'investissement. Par un soutien européen, parfois d'ailleurs, souvent, mais au cœur de l'investissement. Donc il n'y a pas de relance sans travail, je vais en dire un mot, avec les régions, c'est évident, qui sont au premier plan de cette relance. Il y a 3 axes dans ce plan qui rejoignent un certain nombre d'ailleurs de recommandations économiques qui ont pu être évoquées. La question des compétences, la question de la compétitivité, et puis la question, puisque c'est aussi un des thèmes de cette table ronde, de la relance environnementale et climatique. C'est un tiers du plan de relance, et d'ailleurs c'est une exigence européenne que la France a portée, tous les plans de relance européens. Et donc notre plan de relance national sera au moins au tiers, composé de soutien à la dimension
environnementale à la transition énergétique et écologique. Donc ça, c'est très important. Un point, ça a été, je crois, aussi évoqué, je crois que c'est très important politiquement et économiquement. Pour que ça marche, il faut que ça soit territorialisé. On parle d'une relance industrielle, sociale, environnementale, c'est une relance territoriale d'abord, d'où l'importance de ce lien avec les régions. Le président Muselier a écrit récemment au Premier ministre sur ce sujet pour que la dimension, les 40 milliards de l'Union européenne qui soutiendront les 100 milliards de plan de relance français, soit concertée avec les régions et qu'il y ait une dimension régionale. Et il y aura d'ailleurs dès cette semaine un comité État-région qui permettra de passer, si je puis dire, aux travaux pratiques. Pour être très clair, deux choses là-dessus, sur ce plan France Relance, sa dimension européenne, l'articulation avec les régions. Et on l'oublie souvent, mais il y a des fonds additionnels qui sont prévus dans le plan de relance européen, au-delà des fameux 40 milliards d'euros d'ailleurs, presque 5 milliards d'euros, qui viendront en accès direct aux régions et en complément des enveloppes de fonds structurels européens qui ont été négociés, qui d'ailleurs sont globalement en légère augmentation pour la France sur la période qui va commencer au 1er janvier 2021, et qui sont donc complétés. C'est le fameux REACT-EU, comme on l'appelle de manière un peu jargonnante, mais chaque région, je crois, s'est maintenant familiarisée avec cet outil. Pour la France, ça sera presque 4 milliards d'euros, et 1 milliard d'euros supplémentaires au titre d'un autre nom un peu barbare, mais qui apporte des financements utiles sur l'environnement précisément, c'est le Fonds de transition juste, qui ne bénéficiera pas à toutes les régions, parce que ce sont malheureusement les critères européens, mais à la moitié des régions de France. Donc on a des outils qui sont directement affectés aux régions, pour être clair là-dessus. Et puis sur les 40 milliards, en complément de ces quelques milliards supplémentaires qui s'additionnent aux fonds structurels, là il y a un travail à faire. Pour être très concret, ce n'est pas directement injecté par l'Europe dans les régions à la façon des fonds structurels, pour être transparent et clair, mais je crois que c'est le travail qui a été engagé à la demande de Renaud Muselier à juste titre, et on en parlera dès cette semaine entre le gouvernement et les régions. L'idée, c'est d'essayer de concerter le plus possible pour que les 3 axes du plan France Relance et les 40 milliards européens soient le plus régionalisés possible dans la conception des projets. Il y a des choses type la partie soutien à l'emploi des jeunes, par exemple. Bon, c'est des aides qui bénéficient directement aux entreprises. Ça, c'est territorialisé par nature, si je puis dire, mais ce n'est pas contractualisé. En revanche, il y a un certain nombre d'axes, évidemment notamment sur les mobilités, sur l'investissement écologique, sur la rénovation thermique, etc., où il faut trouver, et à travers les 40 milliards européens en particulier, l'articulation région-État. Moi, j'arrive dans mes fonctions, comme vous le savez, je suis un Européen convaincu. Je ne suis pas un élu, je ne suis pas là pour faire la leçon sur la révolution des fonds européens, des présidents de région qui savent exactement comment ça marche et qui ont l'expérience concrète de la gestion des fonds européens. En revanche, j'y reviendrai peut-être plus tard, mais je plante la graine. Je pense que c'est très important à l'occasion de ce supplément de financement européen qu'on regarde comment on peut, on en discutait encore à l'instant avec Carole Delga et avec quelques-uns d'entre vous ces dernières semaines, comment on peut essayer de réinventer certains circuits qui sont affreusement compliqués aujourd'hui. Parfois, si on est tout à fait honnête, c'est l'État qui rajoute lui-même une couche de complexité à des règles européennes. Bon, donc il faut qu'on balaye un peu. Parfois, c'est des règles européennes qu'il est compliqué de changer parce qu'il faut négocier avec tout le monde, mais enfin, il ne faut pas renoncer. Il y a un certain nombre de choses qu'on peut simplifier. Il y a la question des seuils d'erreur, par exemple, c'est des choses qu'il faut regarder. Et vous le savez, le président Muselier le savait, vous le savez toutes et tous, on avait engagé, ma prédécesseur avait engagé un travail de simplification. Moi, je ne veux pas qu'on fasse le coup de « je vais vous expliquer comment ça a marché ». Donc je veux qu'on regarde les conclusions qui vont être rendues dans les prochains jours, avant qu'elles soient mises sur la place publique, qu'on les regarde ensemble. Je ne fais pas de leçon, mais il ne faut pas qu'on soit dans la résignation non plus. Il y a sans doute des choses qu'on peut améliorer ensemble, et à l'occasion de ce plan de relance français et européen. Et donc regardons à ce moment-là un certain nombre de règles, encore une fois, parfois c'est l'État qui les impose, donc il faut qu'on balaye devant notre porte, mais qui peuvent accélérer la gestion des fonds européens, et en particulier dans une période de relance de l'investissement à partir des prochains mois, qui sera cruciale et qui sera parfois un enjeu de survie économique pour beaucoup de secteurs. Donc je crois que ce n'est pas la simplification comme d'habitude, ce n'est pas les fonds européens comme d'habitude. Là, on a un enjeu d'accélération majeur, que vous connaissez mieux que moi, puisque vous êtes confronté directement à ces impacts économiques, qu'on doit réussir dans les 3-4 mois qui viennent. Merci. On va revenir effectivement sur cette histoire, sur tout ce qui touche à la simplification. Pour revenir sur le décor, le plan de relance, Monsieur Roux-de-Bézieux, ce plan vous semble-t-il clairement adapté pour répondre non seulement à l'urgence, mais également, puisque c'est l'idée, dessiner la France de 2030 ? Bonjour, merci. Bonjour à tous. Merci aux régions de France d'avoir invité le MEDEF, cher Renaud,
C'est je pense, une reconnaissance de la prise en compte du phénomène régional depuis mon élection au MEDEF. Moi, j'ai souhaité restructurer un peu la doctrine qu'on avait là-dessus, d'abord en interne, en redistribuant un peu les équilibres au sein du MEDEF, et puis dans une nouvelle doctrine vis-à-vis des régions, en créant une commission qui s'appelle Croissance et Territoires, et qui très clairement a changé un peu la vision qu'on avait de la décentralisation de l'action économique. Alors, sur le plan France Relance, d'abord, je voudrais juste dire un mot sur France Soutien, qui ne s'appelle pas France Soutien, mais enfin qui sont les mesures de soutien dont on a besoin. Ce n'est pas complètement neutre, parce qu'il y a un certain nombre de mes adhérents qui disent, bon, on nous parle de relance, on nous parle de transformation, mais moi, le sujet du jour, c'est la survie. Alors, c'est vrai qu'on est peut-être concentré sur certains secteurs qui sont en difficulté, mais il y a une partie de l'économie dont la survie est en cause et à qui parler de relance aujourd'hui est un peu difficile, voire inaudible. Et j'appelle le gouvernement, j'appelle les autorités sanitaires, j'appelle en particulier le ministère de la Santé à faire preuve de souplesse et d'imagination dans les protocoles sanitaires. Je pense qu'on est avec cette épidémie pour longtemps et qu'il faut se dire comment on fait de l'événementiel, comment on fait de la restauration, comment on fait des événements sportifs dans un monde où le Covid est là pour longtemps. En particulier, je pense notamment aux tests et aux tests salivaires qui devraient être disponibles dans quelques mois. Prenons en compte le fait que pour faire marcher la culture, pour faire marcher les événements sportifs, pour faire marcher l'événementiel au sens large, partant de Covid, il faut qu'on pense différemment. Je referme cette petite parenthèse pour répondre à votre question. France Relance. Donc, nous, on partage d'abord l'ambition du gouvernement et d'ailleurs de l'Europe de, entre guillemets, profiter de la crise, le mot est évidemment un peu malheureux, pour transformer, accélérer des transformations. Mais il me semble qu'il y a 3 écueils qu'il faut éviter. Le premier, c'est un écueil de calendrier. Je l'ai un petit peu évoqué avec France Soutien, France Relance. Il faut qu'à la fois on choisisse le bon timing et les bons sujets, mais aussi qu'il n'y ait pas un énorme temps de latence entre les annonces et le moment où l'argent arrive, entre guillemets, sur le compte en banque des entreprises. Vous l'avez d'ailleurs un peu dit les uns et les autres, c'est un peu le défaut des guichets publics, au sens large, qu'ils soient européens ou français. On sait très bien que sur les financements européens, on met plusieurs mois, voire quelquefois plusieurs années entre le dépôt du dossier et l'arrivée, entre guillemets, sur l'entreprise. Le deuxième écueil, il me semble, qu'il faut éviter, c'est on veut transformer, et donc il faut parler de technologie d'avenir, mais il faut aussi, j'allais dire, faire les petits pas du quotidien. Et je vais prendre un exemple très simple, très basique. Il y a une très grosse part du plan de relance qui est consacrée à l'hydrogène. Et moi, quand je vais dans les régions, j'étais encore dans la région de M. Muselier, à Toulon, il y a quelques semaines, je demande à une assemblée de 300 patrons qui a un projet sur l'hydrogène. Très objectivement, je n'ai pas beaucoup de mains qui se lèvent. Alors évidemment, il faut miser sur l'hydrogène, mais l'avion hydrogène, c'est 2035. Mais il faut aussi financer des petites innovations incrémentales du quotidien qui permettent de transformer, de décarboner, de numériser. Et donc c'est cet équilibre entre les grandes technologies qui incarnent le plan de relance et puis les petits, on parle d'écologie du quotidien, je pense que l'écologie du quotidien, elle est aussi dans les entreprises. Et puis le dernier écueil, qui est d'ailleurs un peu lié au précédent, c'est faire en sorte que les PME puissent bénéficier en due proportion de ce plan de relance. Plus on privilégie des grandes technologies, plus effectivement il y a un peu une barrière à l'entrée. La complexité, évidemment, est une autre barrière à l'entrée. Là aussi, on a eu pas mal de discussions avec Agnès Pannier-Runacher sur ce sujet-là, parce que en étant parfois trop complexe, trop prescriptif dans le détail du plan de relance, on décourage. Je vais vous donner un exemple assez simple, là aussi, dans les 5 domaines de résilience qui ont été choisis, il y a l'agroalimentaire. Et on est arrivé à un document assez épais, de plusieurs centaines de pages, qui prescrit non seulement le type d'aide, le pourcentage de financement, ça on peut comprendre parce que ce sont les règles européennes, même si c'est complexe,
mais la liste des produits éligibles dans l'agroalimentaire au plan de relance. Et donc il y a quelqu'un, sûrement très compétent, dans un bureau, j'allais dire obscur à Bercy, je ne devrais pas dire ça, dans un bureau à Bercy, il n'est pas forcément obscur, qui a décidé que l'huile d'olive était éligible, mais pas le vinaigre, ou réciproquement. Là, on arrive un tout petit peu, quand même, je le dis avec le sourire, à une forme de gosse-plan qui ne me semble pas profitable. Alors, je ne sais pas si on peut aller, j'entendais Valérie Pécresse dire, il faut que l'ensemble du plan de relance, enfin des aides, soit dévolues aux régions parce qu'elles sont plus près du terrain. Mais en tout cas, je pense que donner plus de pouvoir à l'échelon de proximité me paraît la bonne solution. Je terminerai juste sur un dernier point, nature un peu plus politique, qui est le débat sur le contrepartie qui fleurit au Parlement, mais qui fleurit aussi en région. Certaines régions ont demandé une charte des contreparties aux entreprises. Alors, je ne vais pas faire de provocation, mais demander à quelqu'un qui est en train de se noyer de choisir la couleur de sa bouée et de s'engager à ce qu'il fasse tel et tel engagement, ça me paraît un peu absurde. Autrement dit, les entreprises, quand elles vont recevoir telle prime à l'embauche ou tel crédit d'impôt pour un investissement ou telle subvention pour un investissement, elles vont faire de leur mieux en fonction de leur situation. Si vous êtes dans la restauration et que vous êtes dans une situation financière terrible, on ne peut pas vous demander de décarboner à toute vitesse, surtout que décarboner pour un restaurant, ce n'est pas la même chose. Si vous êtes dans la fabrication de cycles, que les carnets de commandes sont pleins, ben évidemment, vous allez vous engager dans cette transition. Et donc, je trouve ce débat un peu absurde en réalité. Le vrai débat, c'est comment on va tous ensemble pour essayer de sauver le maximum d'emplois et le maximum d'entreprises. Merci. Madame Delga, vous, au niveau de la région Occitanie, directement et en termes de simplicité, d'efficacité, dont il a été question, et de soutien aux entreprises, comment vous faites et comment vous voyez les choses pour qu'elles soient au mieux ? Nous, ce qu'on fait en sorte, c'est de partir des réalités du terrain. Et c'est vrai qu'on doit avoir en fait des dispositifs qui s'adaptent en fonction de la filière et en fonction de la taille des entreprises. Et c'est par un dialogue constant avec l'ensemble des forces économiques. Je vais beaucoup sur le terrain, je vais au sein des entreprises, je rencontre des chefs d'entreprise, des salariés. Et on a au niveau des régions et la puissance financière de pouvoir vraiment faire ces avances, d'avoir aussi une taille qui nous permet d'avoir des filières économiques qui sont assez structurées et en même temps, on a la capacité de s'adapter. Moi, je suis profondément décentralisatrice et il n'était pas question de recréer au niveau de l'Occitanie un jacobinisme sur 13 départements et sur 4500 communes. C'est pourquoi, avec les consulaires et avec le travail que nous menons, par exemple avec la présidente régionale du MEDEF, Sophie Garcia, là, nous faisons en sorte que nos dispositifs ils soient adaptés aux réalités. C'est-à-dire, sur la question de l'aéronautique, il y a des fonds, en particulier un fonds national aérofonds, par exemple, qui, lui, est adressé plutôt aux très grands groupes et plutôt aux grosses ETI. Et en contrepartie, nous avons créé au niveau de la région un fonds, 50 millions d'euros, qui là va plutôt aller vers les TPE, PME. C'est sur la question aussi de l'aéronautique, des instances qui sont au niveau régional et d'autres qui sont portées par les chambres consulaires et d'industrie et au niveau même des intercommunalités, parce que ce qu'il faut, c'est avoir l'information qui arrive jusqu'aux entreprises. Et je partage ce que disait Monsieur le Président du MEDEF, c'est qu'on a un enjeu aussi de faire connaître nos aides à l'ensemble des petites entreprises. Parce que quand on est... moi, je connais bien le secteur des TPE, PME. Nous avons, avec Clément Bonne, travaillé de ça quelques années. Eh bien, sur ce secteur-là, souvent, on ne sait pas demander. Parce qu'on est un chef d'entreprise qui est concentré sur comment on remplit le bon de commande, mais pas comment on remplit le dossier administratif. Et comme il n'y a pas ce réflexe de demander, il n'y a pas non plus les services juridiques, administratifs dans l'entreprise, il faut qu'on aille vers ces dispositifs. Donc il faut avoir une souplesse d'adaptation, il faut avoir une taille au niveau des régions, et c'est le cas pour avoir vraiment une structuration de la filière dans son ensemble. Et puis aussi, il faut qu'on ait des possibilités d'agir.
Moi, je vais vous citer un exemple. Nous avons créé une agence régionale des investissements stratégiques. Clairement, c'est pour que la région Occitanie soit actionnaire avec des investisseurs privés dans des secteurs stratégiques. Alors, voilà, justement, pour vous donner un exemple, Monsieur le Président du MEDEF, sur l'hydrogène. Avec une entreprise donc, privée, avec une filiale du groupe Schlumberger, nous allons créer une structure, une société qui va en fait réaliser les premiers électrolyseurs à partir de l'électricité des éoliennes flottantes pour le transformer en hydrogène. Et c'est un partenariat public-privé. Pourquoi? Parce que le modèle économique n'est pas encore stabilisé et qu'il y a besoin d'avoir un investisseur patient, une garantie, voilà, la région Occitanie a une bonne notation financière, donc pour les banques, cela permet de s'engager et cela permet également d'avoir un taux de retour sur investissement qui est tout à fait modéré. Donc là, on donne aussi un exemple de la puissance publique. Mais pour arriver à faire cette structure, cette agence régionale d'investissement stratégique, mes services y ont travaillé pendant plus de 10 mois. Pendant plus de 10 mois, alors que j'ai les fonds, voilà, alors que l'ensemble des acteurs économiques me disent c'est une bonne idée, il faut le faire sur la question des énergies renouvelables, sur la question de l'agroalimentaire. On est le premier producteur de blé dur et pour l'ensachage de la farine, ça part en Italie et après ça revient en France. Donc là, j'ai aussi un investisseur privé pour faire une unité d'ensachage individuel de farine. Et là, il y avait des contraintes réglementaires à n'en plus finir. Toujours sur le sujet de l'hydrogène, nous avons là plusieurs régions, plusieurs présidents de régions, la volonté de faire circuler des trains à hydrogène. Pourquoi? Tout d'abord, c'est bon pour l'environnement. Deuxièmement, c'est bon pour l'industrie française. Parce qu'un train à hydrogène, il est fabriqué soit à Reichshofen, donc dans la région Grand Est, et pour partie sur la région Occitanie pour l'attraction. Et bien là, pour l'instant, nous n'avons pas pu avancer parce qu'il nous manque encore le go, voilà, du gouvernement sur la participation de l'État sur ces trains. Donc nous avons besoin d'avoir plus de souplesse et nous avons besoin aussi que le plan de relance soit régionalisé. C'est très important. Bercy, je connais bien cette maison, quand ils acceptent les demandes des ministres pour que les crédits soient centralisés, ce n'est pas pour renforcer les ministres, c'est pour que l'argent ne soit pas dépensé. C'est ça la réalité. Parce que quand c'est régionalisé, à ce moment-là, vous avez un préfet de région et un président ou une présidente de région. Nous, on est à portée voilà, de main, ou on nous sollicite à portée d'engueulade aussi. Donc, je peux vous assurer que quand on a la gestion de l'argent et dans un moment très difficile, on fait en sorte que cet argent, il aille au bon endroit et qu'il puisse injecter l'économie sur tous les territoires, c'est-à-dire bien sûr les territoires urbains. Donc la représentante de l'OCDE l'a indiqué que les métropoles souffraient de certains sujets, mais aussi quand on a des territoires industriels, c'est souvent quand même un territoire rural. Donc on a besoin aussi que ça aille dans nos vallées de montagne. Donc on a besoin d'avoir une régionalisation qui nous permette vraiment d'agir. Et puis également, je pense que les appels à projets nationaux, ce sont pour des entreprises qui ont les capacités d'y répondre, les capacités administratives. Moi, l'appel à projet dans ma région, je ne le généralise pas, parce qu'il faut aussi qu'il y ait du fil de l'eau. Parce que sur certains sujets très pointus, on peut faire des appels à projets, mais il faut aussi permettre à des entreprises ou à des associations d'avoir le temps de se structurer et de pouvoir pendant 2 ans y répondre. Donc je pense que les régions, nous avons la bonne taille pour les filières économiques, sur par exemple la filière touristique ou sur la filière aussi de la restauration pour porter des projets. Moi cet été, comment j'ai soutenu ma filière touristique? Bien sûr, en faisant une campagne de pub, en mettant la région Occitanie, la région des grands espaces, donc ce qui tombait bien avec le confinement, mais après 1,3 million de billets à 1 €. C'est-à-dire que moi, mes jeunes, j'ai 800 000 jeunes d'Occitanie qui ont pris le train, c'est-à-dire qui habitaient Tarbes, qui sont allés au Grau-du-Roi, ou inversement, un jeune qui habitait le Vigan, qui a découvert le Lot. C'est ça aussi l'action de la région, c'est de donner du pouvoir d'achat à ses habitants. On a une région de 6 millions d'habitants, on est un petit pays, et de permettre également de soutenir une filière économique. Donc il faut qu'on puisse agir pour aider les entreprises sur, par exemple, la question des hauts de bilan, sur la question de la trésorerie, sur la question de l'investissement, mais il faut aussi qu'on soit contracyclique avec l'injection d'argent public
pour le pouvoir d'achat, que ce soit par exemple sur la question des transports ou sur la question par exemple des étudiants là, qui vont avoir des difficultés pour suivre leurs cours et en les dotant d'ordinateurs comme nous le faisons en région Occitanie. Monsieur Tzitzikostas, vous êtes en duplex avec nous, est-ce que vous nous entendez? Oui. Et bien sûr. Bonjour. Bonjour, monsieur. Au regard de ce qui a été dit et compte tenu de votre expertise, c'est-à-dire cette vision véritablement transverse de l'ensemble des régions européennes, que diriez-vous, vous, en termes d'urgence? Quelles sont les véritables urgences auxquelles aujourd'hui il faut répondre aux régions européennes? D'abord, permettez-moi de remercier le président Muselier pour son invitation et saluer le secrétaire d'État Clément Beaune ainsi que la présidente Carole Delga. Mon souhait était vraiment d'être avec vous à Paris aujourd'hui, mais la crise sanitaire ne m'a pas permis ça. Et puis je voudrais aussi, si vous me permettez, de ma part, de rendre hommage ce matin à la mémoire de Samuel Paty et son enseignement majeur qui était la liberté. Un valeur d'ailleurs qui est le pilier de notre société et de la construction européenne toute. Alors, pour aller à votre question, je vous dirais qu'à la lumière de la crise provoquée par la pandémie, les citoyens demandent aujourd'hui plus d'Europe. Davantage de coordination est demandée, par exemple, afin d'assurer une véritable coopération transfrontalière lors de la gestion de crises naturelles ou sanitaires. L'exemple du GECT, gérant un hôpital entre Catalogne et l'Occitanie, actif depuis quelques années, signe la direction que l'Union devrait prendre. Les régions, d'ailleurs, quant à elles, demandent le soutien financier de la part de l'Union pour faire face aux chocs économiques qu'elles vivent couramment. À ce sujet, nous ne pouvons pas nous permettre des retards ultérieurs, alors que les négociations sur le Recovery Plan et le cadre financier pluriannuel montrent encore une fois les limites de la gouvernance européenne actuelle. Nos régions demandent aussi à l'Union de défendre le marché commun lors des négociations avec le Royaume-Uni. Et je salue le travail impeccable de Michel Barnier, véritable militant européen. À ce titre, permettez-moi de saluer aussi le travail conduit au sein du Comité européen des régions par le président de la Bretagne, Chernalis Girard. Avec lui, on se bat chaque jour pour assurer que les régions les plus affectées par le Brexit obtiennent un soutien spécifique dont la gestion doit être décentralisée. Donc, le temps est venu maintenant pour bâtir une alliance, pour échanger le savoir-faire sur la résilience de nos territoires respectifs qui sont exposés aux déficits sociaux. Donc, nous avons la transformation numérique qui va être essentielle si nous voulons anticiper le futur tout en travaillant pour réduire l'écart digital qui existe notamment entre les milieux urbains et ruraux. La pandémie nous a donné l'occasion de saisir toute l'urgence de reconnaître le rôle moteur de la digitalisation pour la mise en place de services publics et ce, notamment dans les régions rurales qui souffrent aussi le défi démographique. En plus, la transformation verte va nous permettre de créer des emplois durables, mais elle ne se réalisera pas sans la contribution des régions. Et il faut être absolument au point ici. La gouvernance de cette transformation ne peut pas se passer des autorités régionales et locales qui souvent obtiennent des résultats à une vitesse supérieure de celle des gouvernements centraux spécifiques. Encore une fois, la décision de regarder la prise de décision sur ces sujets, on l'a vu au Conseil européen de vendredi passé, montre la nécessité de s'organiser à notre niveau de gouvernance. On est plus efficace. Et j'ai entendu d'ailleurs la présidente qui a dit la même chose tout à l'heure. En outre, la réduction des recettes
et l'augmentation des coûts pour les services sociaux ont créé un gap financier important. En effet, un effet ciseau, comme on l'appelle, qui concerne directement nos régions. En préparant d'ailleurs notre baromètre qui a été présenté la semaine dernière à Bruxelles, à la présence de la présidente von der Leyen, sur l'état des villes et des régions, nous avons travaillé avec l'OECD à ce propos en interpellant plus de 300 municipalités. 91 d'entre elles s'attendent à une diminution sensible des revenus fiscaux. Donc le risque est réel et de voir émerger de façon exponentielle une divergence de développement socio-économique entre les régions européennes. Donc qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut réagir vite et organiser une relance sociale du bas vers le haut. Du bas vers le haut, pas du haut vers le bas. Cette réaction peut venir des régions. Je portais l'exemple de la région d'Occitanie, et en particulier de son projet formé plutôt que licencié, lors de ma dernière rencontre avec le commissaire Schmidt sur les affaires sociales. Si la réponse de l'Union est arrivée avec un paquet d'investissements inimaginable, tout juste il y a un an, on parle d'un volume d'intervention 3, voire 4 fois plus important pour les années d'ici le 2024 par rapport au budget que nous avions eu jusqu'à présent. Donc il s'agit maintenant pour nos régions de ne pas rater l'occasion donnée par le budget européen 21-27 et les fonds du Next Generation EU, où nous devons assurer une gouvernance décentralisée pour obtenir des résultats sur le terrain. Enfin, rappelons-nous que les régions représentent la moitié des investissements publics et le tiers des dépenses publiques aujourd'hui en Europe. Alors, comment se passer d'elles lors de démarrer un plan de relance économique? Ce n'est pas possible. Alors, je pense que le temps est venu maintenant de discuter, comme la présidente a dit tout à l'heure, de voir comment on peut changer un peu la fonction avec laquelle marchent les États à l'Union européenne vis-à-vis de la crise et vis-à-vis l'effort qu'on doit faire pour partir de cette crise. Merci. Merci, monsieur. Du coup, Clément Beaune, ça pose, et ça a déjà été abordé, donc les questions de l'urgence, de la simplicité, de l'efficacité. Vous en avez parlé déjà un peu tout à l'heure, mais concrètement, comment vous voyez l'articulation du plan de relance avec les fonds européens gérés par les régions, et comment faire vraiment pour que cette lourdeur dont il a été un peu question puisse véritablement s'atténuer pour plus d'efficacité? Merci beaucoup. Peut-être un mot sur le calendrier, puisque je ne veux pas être ni trop long ni trop technique, mais je pense que c'est important de partager ça aussi, parce qu'il y a la question de l'urgence. Alors, le président du MEDEF disait à juste titre, mais on est parfois face à des injonctions contradictoires qu'on doit concilier. On voit bien qu'on est encore dans une phase de survie d'urgence. Il faut la continuer. C'est des mesures de type chômage partiel, ce sont les mesures de soutien ciblées à certains secteurs sur lesquels on a pris des mesures anticipées, si je puis dire, comme l'aéronautique, et articulées avec des aides supplémentaires des régions. Le cas qu'évoquait Carole Delga est très révélateur. Et puis, il faut quand même préparer la phase suivante. D'abord parce qu'on ne va pas attendre, on va vivre avec le virus, comme l'a rappelé Geoffrey Roux de Bézieux, pendant encore un certain nombre de mois. Et donc, on ne peut pas attendre non plus une sorte d'hypothétique jour de fin, dont on ne sait pas quand il arrive et comment il arrive, avant de préparer l'investissement et la relance. Donc je pense que c'est ce que font évidemment les régions, c'est ce qu'a fait l'échelon européen, c'est ce qu'on fait avec France Relance. Il faut préparer ça. Il faut que ça aille vite. Je veux être très clair sur un point, parce que je sais qu'il y a une inquiétude parfois sur les fameux 40 milliards européens. Ils ne ralentiront pas d'un jour, quel que soit le processus européen qui est en cours, la mise en place du plan France Relance. Le plan France Relance de 100 milliards d'euros, il est prévu, il est budgété, il est discuté dans le cadre du projet de loi de finances en ce moment même au Parlement. Tout ça, ça sera en place à partir du 1er janvier 2021. Et d'ailleurs, un certain nombre de mesures de ce plan, type le plan d'aide aux jeunes, existe déjà, ou l'accompagnement de la rénovation thermique qui va être amplifié existe déjà. Donc, en tout cas, ce dispositif ne sera jamais ralenti par d'éventuelles lenteurs européennes.
Deux, sur ce processus européen, on fait tout, ça c'est le boulot que je mène en particulier aujourd'hui, pour qu'on ait le plan de relance européen, 750 milliards d'euros en tout, presque 400 milliards d'euros de subventions budgétaires et un peu plus de 40 milliards d'euros là-dessus pour la France, pour qu'on ait tout à partir là aussi du 1er janvier. Ça ne ralentira pas le plan de relance français quoi qu'il arrive, mais évidemment, plus on a l'argent européen vite, mieux c'est, sur le plan économique et sur le plan politique, c'est évident. Donc c'est ça qu'on fait en ce moment. Il y a un certain nombre de blocages européens, parce qu'il y a un paquet d'ensemble qui est discuté, à la fois sur les ressources, sur le budget ordinaire, si je puis dire, sur 7 ans, sur le plan de relance lui-même, et puis sur un certain nombre d'éléments complémentaires qui sont politiquement très sensibles, la question de l'état de droit, etc. Je ne rentre pas dans tout le panorama, mais c'est ce paquet-là qu'on essaie de faire atterrir d'ici le 1er janvier. Mais quoi qu'il arrive, et j'espère que ce sera le cas pour le 1er janvier sur le plan européen, le plan France Relance ne sera pas ralenti par ces discussions européennes. Ça, je crois que c'est très important. Deux, Carole Delga l'évoquait à propos de notre ancienne maison commune, si je puis dire, le ministère des Finances, Bercy, je connais bien. Ce que vous décrivez, vous l'avez vécu encore plus directement que moi, arrive. Bon. Dans le plan de relance, je crois qu'il y a quand même un avantage, pour le dire très clairement, et je n'ai pas besoin de faire un dessin à personne, il y a un intérêt collectif, il y a un intérêt commun à aller vite. Donc je crois que c'est l'intérêt de personne, encore moins du ministère de l'économie, qui est chargé de faire en sorte que notre économie se porte le mieux possible, le plus vite possible, à ralentir le plan de relance. Après, dans la pratique, ça peut arriver. Donc il y a encore un certain nombre de verrous à lever. J'en ai parlé encore récemment avec Bruno Le Maire. Je crois franchement que l'idée est d'aller le plus vite possible. Et il y a d'ailleurs une gouvernance de l'État qui fait en sorte qu'on puisse regarder les endroits où les crédits sont bloqués pour éventuellement les réallouer. Et ça sera à la fois léger et réactif. Il y a sans doute encore du travail pour vérifier que c'est bien le cas en pratique, mais c'est le vrai souci. On ne va pas faire du budget ordinaire, si je puis dire, là-dessus. Et je sais que vous serez vigilants, je le serai aussi, pour s'assurer que c'est bien le cas. Et il y a là aussi une utilité européenne, si on peut le dire comme ça, parce que les fonds européens au titre de la relance, les 40 milliards et puis les compléments, REACT-EU, etc., ils doivent être dépensés, ils doivent être engagés, impérativement, sinon ils sont perdus dans les 3 ans qui viennent. Donc il y a de toute façon la nécessité de ne pas perdre de temps. Vous savez quel est le délai de montage des projets, d'obtention des financements, etc. Sur cette poche européenne, il faudra aller très vite. Donc c'est un encouragement pour Bercy ou pour d'autres à aller vite, parce que sinon ces 40 milliards d'euros, on risque, dans l'exécution, dans la pratique, d'en perdre une partie si on n'est pas au bon niveau. Donc il faut qu'on soit rapide. Dernier point, c'est que les outils spécifiques qui sont complémentaires au plan de relance européen aux 40 milliards, REACT-EU, le fonds de transition juste, là aussi, l'impératif, c'est qu'ils soient engagés, dépensés le plus vite possible, mais engagés en tout état de cause dans les 3 ans qui viennent, et même le plus possible dans les 2 ans qui viennent. Donc là aussi, il y a un impératif commun, collectif, de rapidité. Et je le signale encore, cette partie-là, REACT-EU et fonds de transition juste pour les régions qui sont concernées, c'est à peu près 1 sur 2, mais REACT-EU, c'est tout le monde, ça vous arrivera directement. Donc là, ça sera de l'argent disponible, et on se bat pour que les procédures soient les plus conformes possibles aux autres fonds européens, qu'on ne rajoute pas encore une sorte de règlement financier, de cahier des charges qui soit différent. Donc, je ne dis pas que tout ça est simple et facile, c'est encore un combat à mener, mais je crois qu'on se met en ordre de bataille pour que tout ça aille le plus vite possible. Un dernier point sur la simplification qui dépasse l'enjeu du plan de relance, qui est, si je puis dire, le serpent de mer ou le marronnier des fonds européens. Donc, ce que je disais au début, pas à vous que je vais expliquer le sujet de la simplification. Vous ne m'avez pas attendu pour y réfléchir. Et je le disais, parfois, c'est l'État lui-même qui crée un certain nombre de difficultés, donc c'est ça qu'il faut qu'on regarde. Mais on a lancé un travail, pas moi, mais un travail a été lancé il y a quelques mois, qui sera remis par un rapport au Premier ministre dans quelques semaines. Ce que je m'engage à faire, et j'en ai parlé encore hier à Jacqueline Gouraud, qui par parenthèse est désolée de ne pas pouvoir être présente aujourd'hui, mais elle va très bien, je vous rassure, je lui ai parlé hier soir, mais elle est cas contact et donc un certain nombre de règles s'appliquent, comme vous le savez. Donc, mais je me permets de parler en son nom sur ce point précis. On va regarder, avant de mettre ça dans un débat public, avec vous, avec Région de France, comment on peut tirer ou pas un certain nombre de choses précises, utiles de ce rapport sur la simplification. Je n'ai pas l'illusion, la naïveté de croire au grand soir de la simplification. Mais vous savez aussi que moi, on en parlait encore avec Carole Delga à l'instant sur certains programmes européens comme Leader, qu'il y a peut-être des choses très spécifiques qui sont des fruits mûrs en quelque sorte, sur lesquels on peut essayer d'améliorer, parfois une question de seuil d'erreur. Je discutais l'autre jour avec la présidente Valérie Pécresse.
Elle me disait, sur un dispositif qu'elle évoquait d'ailleurs dans la vidéo, les organes de contrôle de l'État et de l'Europe m'ont demandé plus de 1000 pièces pour un dispositif de quelques millions d'euros. Bon, je crois que chacun a un exemple de cette nature, en tout cas dans les discussions qu'on a, à chaque fois vous en avez 2 ou 3 qui sont assez éloquents. Bon, ce genre de choses, on va pouvoir quand même avoir un certain nombre de cibles concrètes sur lesquelles on avance. J'ouvre une piste d'ailleurs, je ne promets pas encore les choses très tangibles et très concrètes, parce qu'il faut qu'on le regarde justement ensemble, mais dans les discussions que nous avons eues avec certains d'entre vous ces derniers jours, il y a un sujet qui revient souvent, c'est comment fonctionne la fameuse CICC. Est-ce qu'elle répond à un certain nombre de règles européennes d'audit, de vérification? Intuitivement, honnêtement, et le rapport peut nous y aider, je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire mieux et plus vite. Le Premier ministre a d'ores et déjà arbitré cet été, dans cet effort de concertation et de simplification, un renforcement de ses effectifs pour qu'on aille plus vite sur les contrôles et sur l'audit. Je crois que c'est très important. Pour le dire très directement entre nous, il ne faut pas que ce renforcement des effectifs, ça soit du contrôle tatillon supplémentaire, il faut que ça soit du conseil, de l'aide et de l'accélération. Bon. Donc moi, je voudrais qu'on regarde ensemble 2-3 points très précis qui, dans le plan de relance européen, dans les fonds européens qui arrivent, nous permettent d'accélérer les choses. Pardon, il y a un dernier point, je m'aperçois que je n'ai pas été complet ou clair sur ce point. Je sais que c'est compliqué entre le plan de relance et les fonds européens normaux, dont vous avez l'habitude au titre de la politique de cohésion. Ce que je peux garantir là aussi, c'est que malgré les discussions européennes qui sont aujourd'hui compliquées, sur les fonds européens hors REACT, hors fonds de transition juste, hors relance, les fonds européens ordinaires, nous avons encore une fois augmenté l'enveloppe nationale par rapport à la dernière programmation. Ça arrivera aussi à partir du 1er janvier 2021. Il n'y a aucun retard là-dessus. Et même les blocages qu'il peut y avoir en ce moment avec quelques pays ou avec le Parlement européen, là-dessus, je le garantis, ne ralentiront pas la programmation 2021-2027, qui là aussi, évidemment, dans le contexte actuel, est d'autant plus urgente à mettre en œuvre. Voilà pour ce panorama, pardon d'avoir été un peu long, mais je crois que c'est très important de regarder des choses concrètes, parce qu'on peut avoir un débat théorique sur simplification, accélération, mais à la fin, il faut qu'on regarde 2-3 choses. Madame Carole Delga, on le dit, la crise est sanitaire, elle est économique, mais elle est aussi sociale, elle est aussi environnementale. Est-ce que, et parce qu'il s'agit de se projeter aussi à 2030, c'est pas également un nouveau moyen d'envisager, on a parlé du fameux monde d'après, mais d'envisager des évolutions et cette fameuse transition? Et est-ce que c'est pas l'opportunité de pouvoir les envisager, de les dessiner et de les mettre en œuvre? Oui, il faut toujours voir le côté positif d'une crise, et en particulier quand on est en responsabilité, parce qu'on doit donner un signal positif. Alors, en premier, il faut bien sûr rassurer, c'est tous les dispositifs que nous avons mis en place en complément du dispositif de l'État sur le fonds de solidarité, sur la question voilà, de l'accès à l'éducation pour nos jeunes. Et puis après, il faut enclencher un nouveau modèle de développement. Et pour mettre en place ce nouveau modèle de développement, c'est vrai qu'il faut avoir de l'accompagnement, de la formation. Moi, je crois beaucoup à l'écologie populaire, à l'écologie de l'accompagnement. Je ne crois pas à l'écologie de la rupture ou à l'écologie incantatoire. Parce que pour amener une transformation, un nouveau modèle de développement, il faut rassurer, rassembler et accompagner. Donc là, très concrètement, c'est toute la question de la rénovation énergétique, où là, nous avons vraiment un champ de création d'emplois très très fort sur le bâti existant. Donc il faut simplifier les dispositifs dans le SPIR, le service public intégré de la rénovation énergétique, avec la question fondamentale d'un guichet unique. Ce que nous devons, pour avoir un vrai effet levier sur la rénovation énergétique, c'est le massifier au niveau de l'individu, du particulier. Et cela veut dire qu'il faut s'extraire des histoires de logos ou de qui fait quoi. Il faut que Monsieur Dupont, Madame Dupuis puissent aller simplement à proximité, c'est-à-dire dans un rayon de moins de 30 km, d'aller dans un guichet unique. Et là, il connaît toutes les aides, que ce soit de l'État, de la région. Et ainsi, il peut passer commande et avoir là un effet levier qui est bon sur tous les aspects,
qui est bon sur la question bien sûr économique, quand le bâtiment va, tout va, comme dit l'adage populaire, sur la question énergétique, on consomme moins d'énergie, et sur la question du pouvoir d'achat, parce que les factures sont moins élevées. Il faut aussi qu'on développe les transports en commun. Et là, nous avons des grandes entreprises françaises qui peuvent répondre à cette commande publique qui soit plus forte. Et puis, il faut aller aussi sur la question des énergies renouvelables. Moi, je crois beaucoup à la question de l'hydrogène parce que nous avons un vrai savoir-faire dans nos labos, dans des entreprises qui sont leaders à l'international. Il faut faire en sorte que cette question de l'hydrogène rentre dans le quotidien de nos concitoyens, que ce soit avec le train à hydrogène. En Allemagne, il y a de nombreuses régions où les trains roulent en service commercial à l'hydrogène. On doit développer dans nos agglos les bus à hydrogène, les cars aussi à hydrogène, et on doit aussi, sur le secteur de l'agroalimentaire, permettre une relocalisation avec des circuits courts. C'est l'agriculture de la qualité qui aura vraiment un avenir. En France, on doit vraiment adapter cette agriculture qui est de la qualité pour les produits sous signe officiel de qualité, de l'agriculture bio, parce que quand on se compare à d'autres puissances mondiales agricoles, nous n'avons pas la capacité, les volumes ni les sols pour être, je veux dire, sur un équilibre économique par le volume. C'est au contraire par la qualité que nous pouvons le mettre en place. Donc je pense qu'on a une vraie opportunité à saisir pour construire ce nouveau monde. Et puis nous, les politiques, il faut aussi associer les citoyens. Parce qu'on doit concilier et la démocratie participative et la démocratie représentative que j'incarne. Il ne faut pas avoir peur des conventions citoyennes. Là, j'ai créé une première convention citoyenne, donc c'était en septembre. Ils nous ont remis des propositions. Ce sont des propositions très concrètes et on doit également faire preuve de pédagogie pour embarquer nos concitoyens. Parce que dans ces moments de crise, bien sûr, il faut rassurer les entreprises, mais il faut aussi accompagner les citoyens et leur démontrer que dans le cadre d'un mandat qui dure 5 ou 6 ans, eh bien, on peut les associer à différents moments. Ça nous permet aussi à nous d'être bien connectés aux réalités. Parce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, les réalités, elles changent beaucoup plus vite en 1 ou 2 ans qu'au XXe siècle. Et cela, on a aussi une maturité politique dans le peuple français qu'il faut savoir prendre en compte. Donc je pense qu'il faut être optimiste, il faut être volontariste. La première condition pour un peuple et aussi pour des chefs d'entreprise, c'est la confiance. Ça, c'est le premier vraiment substrat indispensable pour une cohésion républicaine et pour aussi un développement économique, la confiance. Et la confiance, c'est en donnant un cap qui est clair, qui est ambitieux, en créant des étapes et en expliquant comment tout le monde est accompagné. C'est-à-dire celles et ceux qui ont facilement accès à des informations et celles qui n'en ont pas, ou celles et ceux qui ont des moyens et celles et ceux qui n'en ont pas. C'est cela la question aussi dans cette période tragique que nous vivons avec les intégrismes qui se développent. Je pense qu'on doit travailler sur la confiance. C'est bon pour la République, c'est bon pour l'économie aussi. Madame Lamia Kamelchaoui, vous êtes toujours en duplex avec nous ? Oui. Est-ce que vous nous entendez ? Oui. Sur cette question d'adaptation, de transformation, de prospective finalement de monde à dessiner sur les années 2030, l'OCDE, je crois, parle de nouvelles normalités. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce que ça veut dire ? En fait, on n'a pas totalement défini ce que serait la nouvelle normalité, mais on se pose des questions. Il est évident que la crise de la Covid-19 a mis au défi l'ensemble des gouvernements et des collectivités territoriales à être mieux préparés à des chocs futurs, quelle que soit leur nature. Par exemple, la question de la résilience, c'est l'une des priorités qui est ressortie de notre enquête auprès des collectivités territoriales de l'Union européenne. Quand on les a interrogées sur quel axe devraient porter les réformes de politique régionale, pour près de 70% d'entre elles, c'est la question de la résilience. Il faut donner aux régions les moyens d'une action réelle sur les territoires, ça on le répète souvent, afin qu'elles puissent redynamiser leurs écosystèmes régionaux avec de nouvelles modalités d'engagement
dans les chaînes de valeur mondiale. Alors, on parle beaucoup de relocalisation, du renouveau de la politique industrielle. On ne sait pas encore trop bien ce que c'est. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne construit pas de nouvelles politiques industrielles sans tenir compte des caractéristiques territoriales. Il ne s'agit pas là de relocaliser des productions jugées essentielles à court terme, comme les masques par exemple, mais bien de construire par le biais du soutien à l'innovation, à la formation et à la diversification, les capacités qui seront les plus attractives demain et qui permettront d'attirer des talents. Et donc, dans ce nouvel environnement, les régions devront aussi revoir leur stratégie d'internationalisation. Nous avons lancé des travaux dans ce sens avec l'appui de la Commission européenne et en partenariat avec le gouvernement français, Région de France et certaines régions. Nous avons 3 études de cas en cours, dont la Réunion, le Grand Est et la région du Sud. Et là encore, une politique d'attractivité d'un territoire, ce n'est pas seulement être en concurrence pour attirer des entreprises, c'est attirer des talents, soutenir l'innovation, offrir un cadre de vie attrayant. Alors, les régions ont aussi un rôle clé à jouer pour faire progresser l'agenda climatique, la transition écologique, mais aussi l'économie circulaire, d'ailleurs en lien avec la nouvelle politique industrielle. Et là, il faut saluer l'action de certains territoires, dont la région de l'Occitanie, qui combine à son plan de reprise économique des objectifs environnementaux ambitieux. Là, un grand nombre de collectivités locales s'engagent dans cette voie, mais cela reste encore insuffisant parce que les incitations ne sont pas là. Et il faut le dire, dans un grand nombre de pays de l'OCDE, il y a un écart entre les priorités annoncées, notamment en matière environnementale, et les investissements qui sont effectués, par exemple, dans le domaine de l'énergie. La moitié des subventions vont encore dans les énergies fossiles, il faut le dire. Les régions ont aussi un rôle important à jouer pour aider les PME. La situation actuelle est catastrophique. Le président du MEDEF l'a souligné. Nous, on travaille beaucoup sur les PME. Et là encore, les régions ont un rôle à jouer pour accompagner, par exemple, la transformation numérique des PME. Nos chiffres le montrent, par exemple, il y a un écart très important entre les grandes entreprises et les PME dans le domaine du numérique, que ce soit pour le commerce en ligne ou le cloud computing, du simple au double. En France, c'est un écart de plus de 30 points au-dessus de la moyenne de l'OCDE qui sépare les grandes entreprises des petites, c'est-à-dire les toutes petites, moins de 49 employés, pour ces 2 indicateurs. Et enfin, les régions peuvent aussi contribuer à mobiliser des mécanismes de financement innovants pour les PME, ce qui est essentiel dans le contexte actuel, qui risque d'ailleurs de s'aggraver avec la 2e vague qui est en cours. Par exemple, par le biais de prise de capital dans les entreprises. Là encore, on a entendu l'exemple de l'Occitanie pour soutenir les PME, les TPE et les PME dans la filière aéronautique. C'est un bon exemple. Il va falloir vraiment davantage que ce type de modèle se développe dans le contexte actuel. Merci. Peut-être parce que nous arrivons au terme de cette table ronde, un mot de conclusion de vous 3. Est-ce que finalement cette crise, avec tous ces effets cascades, ne siffle pas un peu la fin du village global et ne dresserait pas en fait un chemin vers plus de local et donc vers plus de territoire, Monsieur Roux de Bézieux? Vous savez, c'est toujours très difficile de tirer des conclusions définitives quand on est au milieu de la tempête. Moi, je crois que les tensions géostratégiques et la fin du village global, comme vous l'appelez, ils datent d'avant la crise. Nous, on a observé depuis 10 ans des politiques protectionnistes qui se mettaient en place, des tensions. Je cite souvent cet exemple parce qu'il est intéressant. Aux États-Unis, la montée en puissance des pneus chinois, qui a contribué en partie à l'affaire Bridgestone, elle date de bien avant ce qui s'est passé en Europe, et simplement le président Obama, pas le président Trump, a mis en place une taxe très violente de plus de 80% sur les importations de pneus chinois qui sont redescendues du coup en quelques années. Donc on va vivre dans un monde qui est forcément plus tendu, plus protectionniste, lié aussi d'ailleurs au fait que les échanges ont pu contribuer aussi à la détérioration de la planète. Pour autant, je pense qu'il ne faut pas tomber du mauvais côté du manche. On sait aussi que ces tensions protectionnistes, elles ont mené dans l'histoire à des affrontements qu'on n'a pas souhaités et finalement la Deuxième Guerre mondiale.
Et je crois que je me tourne vers Clément Beaune. C'est à l'Europe de dessiner un troisième modèle d'économie de marché. On a un modèle, j'allais dire, très peu mutualisé, sans protection sociale, parfois sans foi ni loi, qui est le modèle américain. On a un modèle qui a l'air de marcher, malheureusement, qui est celui de la Chine, où il y a d'un côté une forme de liberté économique, mais de l'autre une absence de liberté politique. À nous de dessiner ce modèle européen qu'on a quand même du mal à écrire. On voit bien qu'il y a des choses qu'on a en commun, mais on a du mal à écrire, et c'est cette opportunité que l'Europe devrait saisir. Alors, elle a fait le job dans la crise, il faut reconnaître ce qui est. Et on oublie tous que si on n'avait pas l'euro, on ne serait pas en train de parler de plan de relance, on serait en train de parler de dévaluation. Pour autant, on attend, alors c'est facile de me tourner vers Clément Beaune, mais on attend beaucoup plus, nous les entrepreneurs, de l'Europe pour dessiner finalement cette nouvelle économie de marché qu'on a pu appeler l'économie sociale de marché il y a maintenant des années et qu'il faut écrire ensemble. Monsieur Clément Beaune, sur justement ce nouveau modèle, cette nouvelle économie, ce nouveau modèle à venir. Je suis d'accord avec ce que vient de dire le président du MEDEF. J'aurais une petite nuance, c'est que je pense que ce modèle européen, en réalité, il existe. On doit le défendre davantage. Je ne suis pas du tout naïf là-dessus. Il a plein de défauts. On a parlé sur des choses très pratiques, parfois de délais, de procédures, etc. Mais il existe. Et d'ailleurs, je pense que c'est la bonne voie, ou troisième voie, je ne sais pas comment il faut le dire, dans le choc des grandes puissances mondiales. Le bon échelon d'ouverture est à l'échelle européenne. Quand on dit relocalisation et politique industrielle, on a bien raison. Ce concept, d'ailleurs, se développe de manière accélérée au niveau européen. On sait qu'il y a quelques années encore, quelques mois encore parfois, écrire simplement ça, politique industrielle dans un document européen, c'était un gros mot. On voit bien qu'on va devoir revoir notre politique commerciale, notre politique de concurrence. On voit bien qu'il y a encore aussi des aberrations ou des difficultés et que l'ancien modèle, si je puis dire, demeure, celui, par exemple, d'une ouverture trop généralisée ou d'une forme de naïveté commerciale. Je pense que l'accord sur le Mercosur a montré les limites d'un accord commercial qui ne protège pas nos exigences environnementales, nos territoires, etc. et dont on pourra plus faire comme ça, c'est clair. On voit que notre politique de concurrence, on l'a eu avec Alstom Siemens, n'est plus adaptée aujourd'hui à une compétition chinoise et internationale. Mais ce changement de mentalité s'opère. Maintenant, souvent l'Europe, c'est une bonne trajectoire et une vitesse beaucoup trop lente. Bon, il faut qu'on accélère. Mais quand je dis que le modèle européen existe, c'est parce que quand on parle de relocalisation, comme je le disais, on a eu le débat pendant la crise sanitaire, on l'a vu, on s'est dit c'est aberrant que 60 à 80% des principes actifs de médicaments de base soient produits en Inde, en Chine ou ailleurs, et qu'on ne soit pas capable, quand on a besoin d'accélérer ces productions, de le faire en Europe. Je ne parle même pas des masques. Parfois, c'est d'ailleurs pas des choses technologiquement très avancées. Fabriquer du paracétamol, on a la technologie pour le faire en Europe, ou même des masques chirurgicaux. Bon, c'est une question d'organisation industrielle. Mais on ne va pas faire ça à l'échelle nationale. Il ne faut pas mentir aux gens. Carole Delga connaît mieux que moi le cas d'Airbus. C'est un succès qui est en difficulté aujourd'hui, mais c'est un succès européen, ad hoc d'ailleurs. Pardon ? Non, ce n'est pas l'Union européenne, mais l'Union européenne, ça ne résume pas l'Europe. On peut avoir des coopérations industrielles. Je suis d'accord, avec aussi maintenant du soutien européen, M. Morand. Mais quand je dis l'Europe, ce n'est pas forcément l'Union européenne. Moi, je suis très ouvert. Dans le spatial, on a une agence spatiale qui est très bonne, qui n'est pas l'Union européenne. Bon, donc il faut pas, moi je n'oppose pas les uns aux autres. Mais on voit bien d'ailleurs le Brexit, le problème qu'il pose sur les chaînes de valeur d'un projet comme Airbus. Mais on voit bien aussi que si on n'avait pas fait à l'échelle de l'Europe, ou de quelques États européens en tout cas, on n'aurait pas eu créé un champion mondial de l'aéronautique qu'on doit encore préserver, développer et sauver. Bon. Et on ne va pas recréer un champion national de l'aéronautique, c'est évidemment aberrant. Bon. Et tout ça, à la fin, c'est très local. C'est des sous-traitants que soutient la région dans le cadre de la crise. On en discutait avec la présidente Delga, un certain nombre de soutiens que l'État doit apporter aussi à Airbus dans la crise, etc. Donc la relocalisation, la politique industrielle, le nouveau modèle, il ne se fait qu'à l'échelle européenne. Je ne parle même pas des sujets pour lesquels l'Europe, au sens Union européenne, cette fois, M. Morand, a parfois pas été à la hauteur. C'est la question des frontières. Je parle sous le contrôle du président Rotner, avec lequel on a échangé régulièrement et encore régulièrement maintenant sur ce sujet. Quand on ferme nos frontières, comme ça a été malheureusement le cas au printemps dernier, y compris parfois, ce n'était pas une fermeture, mais enfin des restrictions entre la France et l'Allemagne, eh ben, on voit bien que ça a un impact non seulement pour les gens, dans leur vie familiale, dans leur vie personnelle, mais pour notre économie.
Donc l'ouverture, ça n'est pas une naïveté, une aberration, c'est une nécessité économique. Maintenant, il faut la faire à la bonne échelle, et la bonne échelle, c'est l'Europe à la fin. C'est comme ça qu'on sera protégé, mais je suis d'accord avec ce que disait Geoffroy Roux de Bézieux, ou ce que semblait sous-entendre à juste titre le président Morin, c'est que cette Europe, au sens de l'Union européenne, parfois ces politiques, de concurrence commerciale, etc., aujourd'hui, ne sont pas encore adaptées à ce modèle qu'on veut défendre. Ça, c'est notre boulot, d'essayer d'accélérer. Je crois que les mentalités changent, mais que les outils ne sont pas tous encore adaptés. Mais la crise a été un énorme accélérateur de cette prise de conscience, notamment sur ces sujets de politique industrielle. Merci. Madame Delga, et ce sera le mot de la fin pour conclure cette table ronde. Je pense que dans ce modèle, de ce nouveau modèle de développement que nous devons construire, cette transformation, en fait, le maître mot, c'est de concilier et de combiner. Il ne faut pas opposer, il ne faut pas être dans la rupture, mais démontrer qu'on peut tout à fait concilier et combiner. Et d'ailleurs, c'est ce que la Commission européenne nous propose avec le Green New Deal. Nous sommes l'Occitanie, la première région à mettre en place ce dispositif du Green New Deal. D'autres métropoles européennes l'ont fait. Mais le Green New Deal, c'est quoi? Avec la nouvelle donne verte, c'est concilier écologie et économie. Et cela, c'est possible. Il faut arrêter de vouloir opposer, parce que quand on oppose, en fait, on crée le terreau des populismes et on va vers la dérive des intégrismes. Il faut tout à fait démontrer que c'est possible que l'innovation, elle soit dans une petite entreprise qui va être très spécialisée dans le bâtiment, sur par exemple une construction bois qui a une innovation, comme aussi dans le grand groupe. C'est la question aussi des avions. Les avions, moi, bien sûr, je défends l'avion. Et ce n'est pas juste parce que je suis d'Occitanie que je suis la présidente. C'est parce que l'avion, c'est la rencontre. L'avion, c'est l'ouverture à l'autre. Et on doit bien s'en inspirer ces temps-ci, parce que nous, les Européens, on avait deux certitudes. C'est que les épidémies, c'était pour les pays sous-développés. Eh bien, ce n'est pas pour les pays sous-développés. Et la deuxième certitude que nous avions, c'est que la paix, c'est pour l'éternité. La paix, ce n'est pas pour l'éternité. Aux limites de l'Europe, il y a des menaces de guerre majeures. Il y a un équilibre géopolitique qui n'a jamais été aussi fragile. Et nous avons besoin de travailler à la paix. Et on travaille à la paix par la rencontre. Et la rencontre, c'est à travers les continents. Et ce n'est pas juste au sein de quelques pays voisins. Et c'est pour ça qu'on doit concilier et l'avion et la transition énergétique. Et sur l'avion vert, c'est l'avion plus électrique, c'est l'avion plus léger qu'on peut développer. La question des transports, quand à un moment j'entendais il faut choisir la LGV ou les lignes d'aménagement du territoire. Non. On a besoin en Occitanie et des LGV et des lignes d'aménagement du territoire, que ce soit dans les Cévennes, pour l'Aubrac ou dans les Pyrénées. Moi, je pense qu'à travers ce que nous insuffle l'Europe, à travers ce Green New Deal, c'est la démonstration qu'on peut concilier et qu'on peut combiner. Il faut arrêter d'exacerber des peurs, parce que ce n'est jamais sur la peur qu'on peut construire. Et je pense que là, l'Europe, elle nous donne une possibilité, nous devons la renforcer, nous devons la construire. On doit être exigeant, bien entendu, et dans le cadre des négociations des nouveaux fonds, on doit demander plus de souplesse. Il faut déjà que aussi l'État français donne l'exemple. Mais moi, je pense qu'on a besoin, en effet, d'avoir la mondialisation. Quand j'entends certains qui disent qu'il faut arrêter la mondialisation, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, en termes de recherche, il n'y a plus de mutualisation au niveau de l'international. Enfin, c'est incroyable. Bien sûr que la mondialisation a certains effets négatifs, mais il suffit de les limiter. Mais on ne peut pas dire qu'on refuse de travailler à l'international, par exemple, en matière de recherche sur la santé. Heureusement qu'il y a de la recherche au point de vue de la santé contre la Covid-19 au niveau international. Donc, je pense vraiment que... Est-ce que c'est la fin du village global? Je pense que c'est plutôt le début de la conciliation et du village et d'une échelle européenne. C'est ça la vraie conciliation et c'est ça le vrai avenir. Merci. Merci à vous. Je vous invite à rejoindre vos places dans l'hémicycle. Et je vais demander à François Bonneau de me rejoindre pour la conclusion de cette matinée. François Bonneau, qui est président délégué de Région de France. Bonjour, monsieur. François Bonneau, on arrive donc au terme de cette matinée. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces différentes tables rondes? Est-ce qu'il y a des messages forts qui en ressortent pour vous et qui sont importants de rappeler?
Tout d'abord, ce que nous entendons, ce sont des analyses et des propositions qui sont très convergentes. J'y reviendrai. Et le deuxième élément, c'est la crise sanitaire, qui n'est pas une crise conjoncturelle, qui est durable et qui frappe sur le plan sanitaire, mais aussi sur le plan social, sur le plan économique. Cette crise sanitaire, elle emporte une réflexion plus globale sur le mode de fonctionnement et sur le mode de développement. Ce sont, je crois, les deux éléments qui ont très fortement marqué les interventions de ce matin. Sur le premier plan, et ça n'était pas écrit, on se serait posé la question il y a un an, comment réagir à une crise sanitaire? Qu'est-ce que l'on voit? On voit véritablement que poser le problème et chercher au niveau de l'État, et simplement et uniquement au niveau de l'État, les bonnes réponses, les réponses justes, les réponses dans le bon tempo, ça ne marche pas. Toutes les interventions ont montré que c'est dans l'articulation entre la responsabilité de l'État et l'action des territoires qu'on peut trouver les solutions, et ça c'est particulièrement intéressant. Les leçons de la crise, c'est un terme qui a été utilisé. Quelles sont les leçons de la crise? Les leçons de la crise, les régions sont placées à un niveau tel que l'articulation entre la responsabilité de l'État et la responsabilité territoriale doit renforcer le dialogue. L'éclairage qui a été donné par ce qui se passe chez nos amis allemands, le dialogue entre la chancelière et les présidents de Länder, cette conférence qui permet chaque semaine, Renaud Muselier en rêve, chaque semaine d'avoir un point précis qui nous permette d'articuler nos responsabilités, c'est quelque chose qui est un immense espoir aujourd'hui, un espoir partagé. Là aussi, la verticalité des décisions prises à Paris qui viendraient sur le territoire pour solutionner les problèmes, ça ne marche plus. Il faut absolument, dans les analyses territoriales qui sont faites, comme dans la mise en œuvre des solutions, une articulation forte entre l'État et les régions. Cette conférence de l'État et des territoires, elle est très clairement appelée par l'ensemble des intervenants. On pourrait se poser la question de savoir si, finalement, ça n'est pas un risque de morcellement de la responsabilité de l'État. Les réponses ont été apportées. Un cadre national pour impulser, un cadre national pour s'assurer de la déclinaison territoriale juste sur l'ensemble des territoires et, bien évidemment, dans la définition du cadre national, une consultation des régions et dans la mise en œuvre du cadre national, un engagement fort des régions. Il y a un mot fort qui a été utilisé dès cette première table ronde, c'est celui de confiance. Restaurer la confiance, établir la confiance, faire en sorte que, entre État et collectivité, entre État et région, le principe fondamental qui préside, ce soit celui de la confiance et non pas de la défiance. Et puis un point dans cette table ronde qu'on retrouvera dans la seconde, qui a été marqué fortement, c'est aller vite. Aller vite parce que la société risque de se fractionner plus encore. Aller vite parce que dans des crises comme celle-ci, les plus exposés, ce sont les territoires les plus fragiles et ce sont nos concitoyens les plus fragiles. Donc nécessité de ce dialogue, de cette co-construction, de ce nouveau partage des responsabilités. Et enfin, la claire volonté des régions de s'engager sur ce terrain de responsabilité qui est celui de la santé, terrain sur lequel elles étaient aujourd'hui essentiellement en responsabilité de la formation. Elles ouvrent la porte pour qu'elles puissent être actives dans ce domaine et ça me paraît tout à fait intéressant. Elles le feront d'autant plus que la responsabilité, quand elle est concentrée au niveau simplement de l'État, ça ne donne pas de résultat. Le problème de la répartition des praticiens de santé sur le territoire national a été très clairement évoqué. Et puis, là aussi, dans la deuxième table ronde, la relance industrielle, sociale et environnementale, des propositions qui sont des propositions très intéressantes, qui vont bien aux régions. À travers l'exemple de l'Occitanie, un exemple qui vaut pour la totalité de nos régions, créer des écosystèmes régionaux, faire en sorte que la relocalisation, ce ne soit pas une entreprise que l'on prend
en Chine ou en Inde et que l'on importe et que l'on repose en Normandie, en Sud ou ailleurs, mais véritablement que nous créons par la recherche, par l'innovation, les conditions du développement des activités de demain qui soient au cœur de nos territoires. Ce qui a été fortement marqué, et c'était important que ce soit aussi dans les propositions du MEDEF, une attention particulière aux PME. Une attention particulière aux PME pour simplifier l'action économique, ça a été très fortement marqué. Simplifier, aller vite, relocaliser et accélérer les transformations. Il est évident, on doit le dire et le redire, que travailler au nouveau modèle économique, ça n'est pas travailler à un modèle économique d'avant-hier. Ça n'est pas parce qu'il y a aujourd'hui des dérèglements climatiques l'arrêt de toute solution. Au contraire, c'est l'accélération de la recherche, c'est l'accélération de l'innovation pour que nous puissions être dans cette articulation forte entre le développement économique, la reprise économique et la prise en compte à un niveau supérieur des enjeux qui sont les enjeux environnementaux. La région comme le bon niveau d'intervention, parce que c'est à cet échelon-là qu'on peut définir des stratégies, qu'on peut mettre en œuvre des stratégies, qu'on peut réunir à la fois la recherche, l'innovation, l'initiative des entreprises. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Et puis l'Europe. L'Europe dans tout cela, moi j'ai beaucoup apprécié cette articulation. Nous revendiquons cela, une simplification pour que les impulsions de l'Europe, les impulsions de l'État, le REACT-EU, la nouvelle programmation européenne, l'engagement pour un contrat de plan État-région monté rapidement, et puis le plan de relance France, tout cela dans un tempo, dans une articulation qui soit simple et qui soit réactive. Vous le voyez, on est dans une phase qui est une phase d'accélération. La crise nous pousse à l'accélération, c'est ce qui a été très clairement dit. La crise nous pousse à l'accélération, et pour accélérer, il faut simplifier, il faut savoir là où nous voulons aller. Les régions sont prêtes, ça a été dit, prêtes à prendre plus de responsabilités, prêtes à s'engager davantage. Merci, Monsieur Bonneau. Nous sommes en duplex avec Monsieur Rousset, je crois. Monsieur Rousset, est-ce que vous nous entendez ? Est-ce que, voilà, juste un petit salut, parce que je crois que vous êtes à distance. Donc voilà, merci pour votre salut amical. Très bien, donc c'est la fin de cette matinée. Merci à vous, Monsieur Bonneau, de l'avoir conclu. Nos interventions reprendront à 14h. Nous serons à ce moment-là en direct sur Public Sénat. Et d'ici là, je vous invite à découvrir les présentations de nos partenaires qui interviennent au plus près des territoires. À tout à l'heure.